Laser Podcast. Bienvenue, c'est le premier vrai podcast sur le transport, le podcast Laser. Je me présente, mon nom c'est Marc-André, je suis CEO chez Laser. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu. Mathieu a un background opérationnel en transport assez avancé, c'est une sommité chez nous pour tous les dossiers épineux. Fait que ça va être le fun de pouvoir en parler avec Matt. Merci, Marc. C'est vrai, quand on ne sait pas quoi répondre, on va aller voir Mathieu, il doit avoir une réponse déjà cannée. Là. Exactement. Fait que, quand c'est problématique, on appelle Mathieu. Mathieu Gendron, directeur des opérations chez Laser Freight, membre de l'équipe depuis maintenant 5 ans. J'ai joint le projet Laser avec beaucoup d'enthousiasme parce que ça me touchait de voir un nouveau produit fait au Québec en logistique qui alliait technologie et transport. Moi, dans le fond, je fais dans le transport depuis 20 ans. J'ai commencé tout jeune, la première étape de mon cheminement en tant qu'aide-chauffeur, puis j'ai gravi les échelons jusqu'à m'occuper d'entrepôts, m'occuper de centaines de chauffeurs. Puis j'ai joint le projet Laser, dans le fond, à ses balbutiements. Ça m'a permis d'apporter un peu ma touche au développement des opérations dans la plateforme. On est vraiment une plateforme spécialisée dans l'expédition de fret LTL ainsi que de colis. On parle de 20 à 30 000 transactions mensuelles, des centaines de partenaires d'affaires, puis un reach qui est rendu maintenant international. Quelque chose que je n'aurais même pas pensé au début parce qu'on était vraiment focus LTL, Canada, États-Unis. Maintenant, avec le colis, ben, on touche à tout un peu. Puis ça amène une réalité qui est toujours dynamique. Puis c'est ça que j'aime chez Laser. Ensuite, on est avec Eric. Eric, en réalité, qui a un background de business, qui a travaillé en développement des affaires pendant une grosse partie de sa carrière, qu'on a engagé à l'époque dans l'équipe pour venir gérer l'équipe de vente. Et finalement, avec le départ du projet Laser il y a plusieurs années, j'ai trouvé super intéressant que Eric puisse faire partie du projet qu'on a fait, ce nouveau startup-là à l'époque. Et de par sa nature plus analytique et ses compétences, ça faisait le plus de sens au monde qu'Eric reprenne l'équipe de dev, qui est rendue beaucoup plus grande sous sa gouvernance. On est rendu avec une dizaine de personnes dans l'équipe juste en développement. Mon rôle, c'est de m'occuper du produit. Oui, un volet technologie, mais je travaille souvent avec Mathieu et avec les représentants aussi à savoir qu'est-ce qu'il faut offrir à la clientèle. Ce qui est intéressant, c'est que Mathieu, il a un background, je pourrais dire technique, là, pas nécessairement dans ton travail, mais dans ta vie de tous les jours. Fait qu'on se complète très bien puis il comprend très bien la réalité des développeurs. Mais c'est une question de logique tout le temps, puis d'essayer de ramener ça mon rôle, dans le fond, c'est de ramener un feature à l'intérieur de notre architecture puis de s'assurer que si on implémente ce feature-là, il n'y a pas d'impact négatif sur d'autres choses. Exactement. Cet équilibre-là, c'est très difficile à négocier, je trouve, à trouver quelque chose qui marche entre les deux. Puis je pense que tu combles exactement ce rôle-là d'une façon homme d'affaires / technique en même temps. Tu sais, notre but, c'est de transférer ce knowledge-là aux gens qui l'ont moins. C'est comme tout ce qui est business logic, ça va faire que notre équipe de développeurs va être beaucoup plus forte. On a commencé comme étant une plateforme LTL. Ça, c'est un bon différenciateur. Puis ça met beaucoup l'emphase sur de l'expertise qu'on a aussi. Exact. C'est le côté difficile en réalité, hein, quand tu y penses comme il faut. La raison pourquoi je dis ça, c'est que dans le LTL, il y a moins de standardisation, il y a plus de transporteurs, plus de joueurs qui sont présents dans le marché, avec souvent moins de technologies disponibles, surtout il y a plusieurs années quand on a parti, où là, il n'y en avait pas énormément des transporteurs canadiens qui donnaient accès à leur API ou à leur web service pour se connecter directement. Donc là, il a fallu qu'on comble ce besoin-là d'automatisation. C'était beaucoup de travail là, à l'époque, mais de plus en plus, of course, les transporteurs se modernisent, il y a plus d'API disponibles. Mais certainement que je dirais que le LTL, c'est le côté plus technique, plus difficile à faire. Par la suite, tu vas dans le parcel, puis c'est un peu de la petite bière comparé au LTL en termes de qu'est-ce qu'il y a besoin de fait en automatisation. Là, tu sais. Donc, si je voulais extrapoler là-dessus, c'est qu'au niveau de la technologie, oui, ça se démocratise chez les transporteurs, mais il y a encore beaucoup de petites virgules qui ne sont pas nécessairement mises au niveau de la technologie. Puis ça fait en sorte que nous, on a développé notre recette pour faire ces intégrations-là de façon plus efficace, puis pour prévoir aussi
mettre en place certains fail-safe, je dirais, qui nous permettent là, de réduire l'impact opérationnel d'une nouvelle intégration. Oui, exactement. Il semble encore avoir une grosse crainte, par exemple, des transporteurs, là, surtout locaux, là, de vouloir se connecter via API. Ils ont une crainte des marketplaces. Oui, c'est sûr qu'il y a un love-hate relationship avec tout ce qui est revendeur. Là. Notre position, c'est toujours que c'est une crainte à tort, là, parce qu'on ne fait pas juste présenter les prix. De mon côté, moi, je suis un peu comme Mathieu. Ça fait très longtemps que je travaille dans le transport. Mon père était en business dans ce domaine-là. Alors, j'ai commencé à travailler dans le transport. J'avais probablement 14 ou 15 ans. J'ai fait tous les jobs de passer, un peu comme Mathieu parlait là tantôt, de passer le balai dans l'entrepôt, conduire le lift. On dit dans le domaine chanter, là, mais chanter des vannes dans le cours pour aller faire les chargements le soir, les fins de semaine, pendant que j'allais à l'école. Après ça, il y a un certain moment où l'école, c'était un peu moins pour moi, donc j'ai commencé à travailler dans les bureaux avant de retourner à l'école plus tard. Où là, je commençais à apprendre tout le monde, du dispatching, de camions. En réalité, on faisait nous autres beaucoup de LTL, Canada-US. Fait que dans la réalité, c'était de monter des runs de camionnage qui étaient surtout originés de Québec-Ontario vers partout aux États-Unis. On marchait beaucoup par run de lait dans ce temps-là, là, où on faisait des pick-up localement, on amenait ça à l'entrepôt, c'était rechargé pour faire la fameuse run de lait du côté US. Puis à travers les années, je trouvais que les représentants ils avaient l'air d'avoir une vie le fun. Hein. On les voyait à l'été, puis moi je travaillais dans le bureau. Puis je me disais, mon Dieu, ça a l'air le fun, ils sont habillés chic, puis ils sont bronzés, ils vont dans leur char les rencontrer des clients. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui avait l'air de jet set là-dessus. Fait que je me suis dit, mon Dieu, je devrais être rep. Puis mon père ne voulait rien savoir. C'est un monsieur avec qui on a travaillé pendant super longtemps, Dan, qui a convaincu mon père à cette époque-là, j'avais 19 ans, de dire, hey, tu sais, ton fils, il a l'air de vouloir, tu devrais lui donner une chance. Puis là, c'est là que j'ai commencé à être rep sur la route. Puis je voulais tellement que ça marche, Colin. Je voulais tellement. Puis on dirait que ça, ce départ-là, d'avoir commencé à faire de la job de rep assez jeune, ça m'a suivi toute ma vie. Par la suite, quand on a parti les business ici de transport, en réalité, j'ai juste transposé la même éthique de travail, la même logique, le même sales cycle qui existait déjà auparavant. Puis c'est comme ça qu'on a bâti les business. Puis j'exclurais même pas Laser. Laser, c'est un peu plus... c'est sûr que c'est plus technique, c'est plus une plateforme. Fait que c'est sûr qu'il y a des components qui sont différentes en termes de la manière dont on fait affaire avec la clientèle. Mais la base de la chose, que ce soit du côté service à clientèle, créer des relations avec d'autres humains, mais apporter une valeur ajoutée dans leur business à eux autres aussi, ça s'applique autant. Là. Fait que... c'est comme ça que ça a été fait. Puis du côté personnel, je dirais que le côté, encore une fois, technique de Laser, ça m'intéresse énormément. Je suis super intéressé par tout ce qui est développement, codage. Plus récemment, tout ce qui est AI, on est super passionné dans toute l'équipe de Laser là-dessus. Fait que je trouve mon compte chez Laser avec cet équilibre-là où on peut amener notre expérience côté transport, côté CRM, côté équipe de vente, mais aussi du côté codage, AI, projet technologique, puis connectivité entre les entreprises. Ça, c'est bien trippant. Tu sais. Fait que maintenant, c'est pas mal là qu'on est rendu. Puis pourquoi je pensais qu'on était capable de faire un podcast qui serait intéressant puis qu'on pourrait amener une valeur dans l'industrie, c'est autour du concept où la compagnie est rendue. Comme on disait un peu plus tôt, on fait des dizaines de milliers de shipements par mois, que ce soit en parcel ou en LTL, Canada, US, Mexique, international, de tout acabit. Puis, ça nous donne une visibilité intéressante sur, on a plus que 1000 clients qui shippent dans les heures à tous les mois. Ça réunit plusieurs scénarios, plusieurs use cases, mais ça veut dire qu'on a aussi une super bonne visibilité sur tous les enjeux que le monde a. Depuis les dernières années, c'est beaucoup tout ce qui est tarif, tout ce qui est douane, tout ce qui est CUSMA, tout ce qui est documentation. Je vous en passe, il y a des sujets qu'on pourrait nommer à l'infini, mais ça nous donne une vision et une sorte d'expertise qu'on peut partager avec les gens pour les aider lorsqu'un challenge comme ça survient. Donc, à travers le temps, je pense que ça va varier. D'une fois à l'autre, peut-être qu'on fait on a une conversation un peu plus sur un sujet en particulier, mais des fois, c'est peut-être plus de communiquer c'est quoi les bonnes pratiques, qu'est-ce que d'autres mondes font pour améliorer ou sauver de l'argent ou optimiser leur processus. Que ça soit au niveau du shipping comme tel dans l'entrepôt, de l'emballage, de la façon dont les commandes sont envoyées, ou peut-être plus au niveau des systèmes. Qu'est-ce que les gens font qui fonctionne bien, qu'on voit ailleurs, c'est quoi les bonnes pratiques dans l'industrie, de quelle manière on paramètre nos systèmes pour avoir une bonne connectivité et que les choses se passent bien. Tu sais.
Fait que c'est là que je t'ai rendu au niveau de qu'est-ce que c'est le podcast et qu'est-ce qu'on veut faire avec. Ouais, assurément. Là. Puis tu parlais des emballages. Je pense que l'emballage, c'est le début du transport du bien. Fait que le choix de l'emballage, c'est primordial. Les gens sous-estiment là, les surcharges qui peuvent être associées à un mauvais emballage. Fait qu'on le vit régulièrement. Là, les clients sont pas trop familiers, on pollue les termes et conditions des transporteurs. Chaque transporteur va avoir son guide d'emballage. Fait qu'avant de préparer son expédition, c'est important peut-être de s'y référer, histoire de minimiser les surcharges possibles. Donc, si les boîtes de carton sont pas bien attachées, si c'est pas en boîte de carton corrugated, Ouais. De carton ondulé, qu'on dit en français, on s'expose à des surcharges parce que le colis ne pourra pas nécessairement être mis sur le convoyeur puis faire son chemin dans l'automatisation chez le transporteur. Ces surcharges-là sont quand même assez importantes. Là, on peut parler de 10, 15, 20 $. Des fois, ça va représenter 30, 50, même 75% du prix de l'expédition. Parce que le transporteur, lui, il ne veut pas avoir à sortir un colis du flot régulier de l'expédition. Fait que quand le colis est déchargé du camion puis mis sur le convoyeur, ben, il n'y a plus d'humain qui y touche. Ça se fait automatiquement, le risque d'erreur est presque nul. Quand un humain est obligé de transporter une caisse dans l'entrepôt, le risque d'erreur augmente. Exact. Et c'est la raison pour laquelle il est sur surcharge. Là. Fait que le type de boîte de carton, l'espace dans les boîtes de carton, on va toujours suggérer d'avoir une boîte de carton qui est la plus proche possible du volume de l'item qui est dedans pour éviter que ça se promène et que ça puisse défoncer le carton ou briser l'item à l'intérieur. Ben, le GURT, c'est un peu relié à l'emballage aussi. Tu sais, quand tu as une limite de longueur, puis que ta boîte, elle s'écrase, puis ça change la limite, ça peut être très problématique. J'ai vu une vidéo passer récemment là, que c'était un emballage qui semblait correct, mais que tous les coins s'étaient fait arrondir dans le transport. Puis il était sur un convoyeur, faisait juste rouler, fait qu'il montait pas. Fait que là, soudainement, ça devenait non convoyable. Ouais. Puis là, tu avais une surcharge. Oui, le GURT, là, dans le fond, c'est le calcul de la circonférence du colis. Dans le monde du transport, là, en tout cas, ça se calcule assez simplement. C'est la largeur plus la hauteur fois 2. Et à ça, on additionne la longueur. C'est longueur, plus 2 fois la largeur, plus 2 fois la hauteur. Ouais. Ça donne le calcul de GURT. Mais en réalité, là, pour le commun des mortels, là, l'objectif d'expliquer le GURT, là, pourquoi c'est problématique, c'est que les transporteurs vont mettre des règles très précises. Si tu dépasses un calcul... GURT, c'est pour la circonférence, là, on s'entend? Ouais. Si tu dépasses leur calcul de circonférence permis, donc mettons exemple, là, je vais vous donner un exemple bien simple. Là, tu ne pourrais pas appeler un transporteur de colis et dire « Hey, viens ramasser ce baril-là », disons. Là. Le chauffeur ne serait pas capable de déplacer un baril avec ses mains. Comprenez un peu, c'est ça l'idée de la chose, là. Mais ça va s'appliquer à beaucoup plus petit aussi. Tu sais. C'est que, mettons, vous avez un gros rouleau ou quelque chose comme ça, ou un morceau qui est avec des grandeurs, comment on dirait ça, là, des grandeurs qui vont changer là, tu sais, selon la partie de la pièce ou whatever. Là. Ben là, à un moment donné, si tu dépasses ce threshold-là, c'est des frais qui deviennent très chers. Donc, on met des protections, nous autres, de notre bord, pour protéger le monde contre eux autres mêmes. C'est que les services web des transporteurs vont pas nécessairement toujours te retourner le frais final que tu vas avoir qui va être flagué par le transporteur. Fait que là, tu as l'impression de dire « Ah, good, je vais envoyer ça sur Laser, je vais mettre ma palette, ça coûte 22$. » Finalement, la facture, elle rentre, puis c'est 922$ parce que là, tu dépasses le calcul de GURT, c'est une exception, puis là, ça devient hors de leur manière de travailler. Mais ça s'applique aussi à des longueurs, ça s'applique aussi à des largeurs extrêmes, des affaires comme ça, des poids, whatever. Ouais. Nous autres, de notre côté, ben, on est là pour protéger le client puis s'assurer que ces choses-là sont prises en charge puis empêcher le client. Donc, mettons, nous autres, je vais vous donner un exemple. On a développé que si le calcul de GURT, circonférence, est dépassé, ben, le client se fait avertir, il y a un message qui apparaît puis on guide le client dans la bonne direction qui est de demander une soumission faite par notre équipe. Ou simplement de s'assurer que le client connaît, l'expéditeur connaît vraiment ses dimensions, là, que c'est pas approximatif parce que tous les services ont un GURT différent. Fait que le plus problématique, c'est si c'est quelque chose qui s'en va express par avion, puis que là, le GURT est dépassé, ça va être astronomique. Là. Ça sera pas une belle journée là, quand la facture va c'est rentrer. des milliers de dollars là, qui rentrent. Ouais, exactement. Dans le trucking aussi, mais j'ai pas d'exemple concret, mais je présume que ça va être moins... Dans le trucking, c'est plutôt un ajustement des charges selon la dimension puis la place que ça prend dans le camion, qui n'est pas nécessairement proportionnel avec le poids. Dans le colis, c'est vraiment des charges qui sont de nature dissuasive. Puis là, c'est là que ça devient fâchant parce que dans le fond, on s'attend à avoir une soumission pour 125.
on reçoit un prix à 3000. Ben, Exact. Puis on s'entend qu'il y en a des remesurages, puis tout ça, il y en a à chaque jour, là, presque chacune des transactions. Puis avec le GERT, c'était trop serré, c'est pour ça qu'on a mis un buffer pour ne pas être directement sur la limite du transporteur, parce que s'il y a une refacturation de 0.2 pouces, c'est très problématique. On l'a vécu là, avec justement une chaise qui s'en allait en Europe, puis la boîte, elle a écrasé, puis là, on a dépassé d'1,5 pouce, puis la charge est arrivée tout de suite. Ça a dépassé la limite de girth? Parce qu'on n'avait pas à ce moment-là de buffer, justement. Fait que le colis comme tel était correct selon les paramètres initiaux. Mais dans le transit, la boîte n'était pas nécessairement de bonne qualité. Ça l'a dépassé. Quand ça a été scanné, ça a généré la charge. Puis ça a généré la frustration après ça chez le client. Dans le LTL, ce que j'ai vu, moi, dans le passé souvent, c'est le monde, ils vont dire « OK, j'ai une palette 40-48 », mais ce qu'ils mettent sa palette dépasse de la palette. Là, ils vont rentrer, j'ai 6 palettes 40-48, mais mettons, ça dépasse de 3-4 pouces de chaque bord, ou même de 2 pouces de chaque bord. Fait que là, des fois, ça pourrait ne pas rentrer side by side. En réalité, tu peux mettre les 2 palettes une à côté de l'autre dans le truck. Fait que là, tu as prévu, mettons, que ça allait prendre 8 pieds d'un trailer, ou disons 4 palettes, tu sais. Puis là, finalement, ça finit que c'est 14 pieds d'un trailer, fait que ça coûte plusieurs centaines de dollars de différence. Ça peut arriver. Ouais. Ça, j'ai déjà vu des affaires de même. Puis dans tout ce qui est common carrier, là, si on va dans les services automatisés, que les autres marchent au cubage, bien là, pour chaque palette, tu te fais recharger pour un plus gros cubage. Fait que là, ça peut faire une grosse différence. Puis là, le monde, souvent, sont surpris. Là. On a vu des factures avec des gros transporteurs américains arriver que le client, il pensait que ça allait coûter 235$. Puis finalement, la facture elle rentre, puis 2200$. Fait que ça arrive, là, ça aussi. Il faut faire attention. La précision data, puis ce qui est rentré, il ne faut pas prendre ça à la légère. Ça a des gros impacts économiques pour ces compagnies-là aussi. Là. Tu sais, ton truck qui passe d'une certaine rentabilité à... Ah, c'est absolument. C'est sûr. Si lui avait dit qu'il se commettait à ramasser 4 palettes, bien, il a prévu pour 4 palettes son pricing de 4 palettes dans son camion. Bien, puis là, d'un coup, ça prend un peu, c'est sûr. Of course, ça retourne à l'emballage. Tu sais, des fois, la mesure était faite correctement avec le client. Il dit peut-être, mais non, si j'ai vraiment mesuré, j'ai pris des photos, ouais, mais là, tu vois la photo sur le dock, deux palettes sont cognées, les boîtes ont traversé de... On a vu des clients aussi qui parlaient du poids de la palette, mais qui n'avaient pas de balance chez eux. Ça, c'est un autre pattern qui arrive là. Non, je le sais que ça pèse 15 livres. Ah oui, tu l'as pesé? Non, je le sais. Je le sais. Ouais. Les gens oublient de calculer le poids de la palette aussi, là, quand c'est quelque chose de moins pesant. C'est sûr que le poids volumique embarque. Là, le poids volumique, c'est quand on va calculer la dimension de l'item, puis on va y associer par un calcul mathématique un poids par pied cube. Puis les transporteurs, c'est vraiment important pour eux de savoir entre le poids réel et le poids volumique, lequel est le plus élevé, parce que c'est de l'espace perdu dans le camion. Donc, ils vont toujours vouloir facturer pour ne pas avoir d'espace perdu. Exact. Les fameux shipments de sacs de chips. C'est beaucoup de... Un brick versus sac de chips. Ouais, exact. Tu vas... le poids, il va être minime. Tu vas avoir l'impression que tu ne transportes rien, mais en espace, c'est épouvantable. Là. Exactement. C'est toutes des choses qui sont des fois un peu mis de côté dans la préparation des commandes. On fait ça vite, on veut que ça parte, mais c'est quelque chose qu'il faut faire d'amont. Puis je pense que les représentants Laser peuvent aider un peu à expliquer c'est quoi les bonnes pratiques là-dedans, puis vous supporter. Il y a des cas où il y aurait des réclamations problématiques juste à cause de l'emballage, right? Ouais, ben, si l'emballage n'était pas conforme selon les règles, ils ne vont pas nécessairement, les transporteurs, aller de l'avant avec un suivi de réclamation. Parce que dans le fond, ça fait partie des termes et conditions. Quand on envoie un colis dans leur réseau, on s'engage à l'envoyer selon les attentes du transporteur. Exactement. Mais souvent, quand c'est des plus grosses commandes, mettons c'est un LTL ou c'est une palette qui doit partir, j'ai entendu des cas où les réclamations ont été refusées par les transporteurs parce que la machine, disons, c'est une machinerie que tu envoies, n'était pas emballée d'une façon acceptable, peut-être qu'elle était complètement, disons, sur une palette, juste bracée, attachée sur la palette comme telle, mais à l'air libre, là, disons. Là, après ça, il y a une fourche de lift, une scratch, quelque chose qui peut arriver, etc. Ça serait tout pas couvert, tu sais, si c'est pas créé comme tel, tu sais. On a ça régulièrement, là, dans le fond. C'est toujours important, là, si on veut expédier une haute valeur, de s'assurer que la façon qu'on prépare notre marchandise va être conforme à nos attentes en termes de règlement après, parce que si on a, comme tu dis, seulement mis une machine sur une palette, la plupart des transporteurs vont s'attendre à ce qu'elle soit emballée dans une boîte de bois pour la protéger, parce que c'est un article qui est extrêmement fragile avec une haute valeur. C'est sûr qu'on ne parle pas d'une boîte d'oreiller, c'est dans sa boîte de carton, etc.
Puis ça, c'est pas tous les transporteurs qui vont avoir le même niveau le même goût du risque. Fait qu'il y a des transporteurs qui vont prendre la marchandise, il y en a même qui vont la refuser quand le camion va se présenter. On dit, moi, je peux pas prendre ça emballé de cette façon-là. Moi, ce que j'aime, c'est quand ils ramassent la marchandise, qu'ils le ramènent à leur dock, puis là, ils disent qu'ils peuvent pas le ramasser parce qu'il est pas bien emballé. Tu te dis, ah, OK. Mais t'es jamais à l'abri de c'est qui le chauffeur qui se présente sur place, à quel point il est formé, puis d'un chauffeur à l'autre, des fois, ça va être des réponses différentes. Là, on a entendu des clients qui disent « Ah, mais hier, c'était correct. Ouais. Le gars, hier, aurait pas dû apprendre. » Ouais, ça, c'est le genre de commentaire qu'on a souvent. Là. J'ai toujours expédié de cette façon-là. Ouais, mais ça a toujours pas été correct. Mais le Gaétan qui passe le mardi, lui, ça ne dérangeait pas, puis ça ne l'est jamais fait dire. Exactement. Fait que c'est assez standard. Là. Puis, tu sais, j'ai souvent entendu ça au niveau de soit de la machinerie, des unités d'aération, des affaires qui peuvent valoir cher souvent. Puis là, ça peut créer des conflits assez importants. Ça peut être assez problématique. Si tu envoies une machine qui vaut 50 000 sur une palette, puis il y a une fourche de livre qui passe à travers, puis là, tu vas te faire donner 2 piastres la livre. Si tu reçois quelque chose, dans un cas comme celui-là, ça peut devenir très problématique. Tout le côté de valeur de la marchandise, c'est une autre affaire qui n'est pas très compris par tout le monde. T'sais. Non, puis c'est pour ça aussi là, c'est important de penser à avoir une valeur déclarée, d'utiliser les couvertures qui sont disponibles avant d'expédier des items de haute valeur. Parce que sinon, les responsabilités de base des transporteurs vont rarement couvrir les frais associés à la perte. Les transporteurs, autant directement que via les plateformes, laissent les gens souscrire à cette couverture-là. Non, exactement. C'est super important. Puis, c'est pas très connu. Une affaire qui m'est souvent arrivée, je donnais l'exemple à des clients dans le passé, c'est imagine-toi, tu mets une machine qui vaut 1 million sur une palette, tu ne nous le dis pas, tu ships vers chez ton client, il arrive quelque chose. Là, la réclamation va être envoyée, puis tu dis, bon, ben, ça va être 1 million de dollars, je veux que tu me rembourses. Of course que les assurances de base ne vont pas couvrir quelque chose comme celle-là. Mais je pense que c'est une question un peu d'éducation, que le monde comprenne c'est quoi les limites, comment ça marche une réclamation de transport, puis qu'est-ce que tu vas te faire payer dans l'éventualité où c'est soit brisé un peu ou carrément perte totale, tu sais. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait des limites parce que sinon, le transport ne pourrait pas exister. Tu ne pourrais pas shipper quelque chose qui vaut 50 millions si on fait 42 piastres de profit dans une transaction. Tu sais. Non, personne ne serait là pour prendre le risque. Tu as tout à fait raison. Les assurances, c'est un sujet en soi. Là. Expédier un produit usagé, puis après ça, demander une certaine valeur, tu sais, c'est tout un processus. Du liquide qui gèle en hiver. L'emballage est parfait et correct, mais le liquide a gelé. Là. Exactement. Là, c'est une responsabilité. Est-ce que ton assurance va te couvrir? T'as-tu demandé un service particulier? Exact. C'est drôle, mais Mathieu et moi, on en a plein d'histoires. Certains transporteurs qui te disent qu'ils offrent un service Protect from Freeze, t'appelles à la warehouse, puis ils te disent « Ah non, nous autres, on fait pas ça ici. » Mais là, je me suis déjà fait dire, il n'y a même pas de porte de garage, l'entrepôt est à ciel ouvert, fait que c'est impossible qu'on garde ton marchandise. C'est des géants de l'industrie, c'est pas des petites compagnies, là. C'est des grosses qui, même eux, n'ont pas le contrôle sur. Fait que là, c'est là qu'en faisant affaire avec des compagnies comme Laser où on a une expertise en arrière, on peut dire non, dans ce cas-là, il faut que tu demandes un devis personnalisé, une custom quote. Il y a une protection à avoir un bon partner de son côté, ça c'est sûr et certain. Il y a quelque chose là-dedans. Parce que sinon, ça veut dire, tu sais, je vais vous donner un exemple. Un des premiers gros clients qui est arrivé avec nous autres il y a plusieurs années, un des use cases, pourquoi il est intéressé de faire affaire avec notre équipe, et je m'étais fait expliquer, c'est quand il y a un événement problématique, il y a un dossier qui est remonté. Fait que là, ça va s'en aller soit au chef d'équipe, au superviseur, au directeur. Mais souvent, mettons, c'est un cas où il y a une dépense d'argent qui est requise ou une grosse décision à prendre ou un claim d'assurance, quelque chose comme ça. Bien là, ça va sur le bureau du directeur. Puis là, le directeur, ça peut envoyer un, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Mais c'est pas nécessairement un spécialiste de transport. Là. Il sait pas nécessairement... C'est quelqu'un qui a un background de business, qui travaille dans un manufacturier, c'est quelqu'un de très formé, il a peut-être un back en management, etc. Mais son background de transport, c'est pas quelqu'un qui a travaillé dans un bureau de transport pendant des années. T'sais. Là, il se retrouve avec un dossier, 2 dossiers, 3 dossiers. Puis là, au bout de 6 mois, là, il y en a peut-être 40 qui sont toutes pas réglables. Là, ça crée des chicanes avec le transporteur, des comptes barrés, des problèmes de facturation. Puis là, il finit par prendre des, entre guillemets, mauvaises décisions parce que justement, c'est le timing plutôt que le règlement qui vient, qui ben là, il faut que je fasse de quoi avec, ça fait 6 mois. Là. Fait que, OK, go, paye. T'sais. Ou OK, let's go, ferme ce dossier-là. On laisse faire. Mais en réalité, quand on fait le partnership avec eux, puis ils disent, regarde, vous autres, là, vous allez devenir notre partner, vous allez devenir dans notre coin de la reine, disons, en tant que parler. Si tu envoies ça chez nous, là,
il y a du monde formé, il y a du monde qui savent quoi faire, qui savent c'est quoi une claim, qui a les channels pour régler les dossiers, les faire bouger et peut te conseiller à savoir c'est quoi la bonne décision en disant non, ça c'est peine perdue, tu peux pas claimer ça, mais ça oui, ah ouais, let's go, puis on le fait, puis on va s'en occuper pour toi, puis les suivis vont être bien faits. Oui, puis tu sais, le partenariat, il va dans le sens préventif aussi, là, dans le sens où c'est important de communiquer les questions. On a une équipe de représentants, on a du monde des opérations. Avant une expédition, on peut poser des questions, de ne pas se gêner à poser des questions sur c'est quoi la bonne façon de faire. Est-ce que je devrais ou pas essayer de souscrire à une couverture? Est-ce que la façon que j'ai emballé, ça va être correct pour le transport? Surtout si on a un certain doute suite à des situations passées ou face à ne pas connaître vraiment ce qui nous attend, ben, de poser des questions, c'est vraiment important. Puis nous, on va être là pour supporter là-dedans. Exact. Puis je pense qu'un bon système va t'aider à en pogner beaucoup des enjeux avant qu'ils arrivent. T'sais. Mais on le voit, là, il y a même des sites Internet qui sont utilisés par des milliers de personnes de façon mensuelle chez des gros transporteurs où est-ce qu'il y a une partie de la responsabilité de la cotation qui est mise sur la personne derrière l'écran. Donc, je m'explique, il y a des sites, tu vas arriver, puis il va y avoir une petite note en bas, là, marquée à partir de 10 pieds linéaires, il faut calculer 1000 livres par pied. Mais c'est un petit astérix, puis la personne qui est devant l'écran, qui n'est pas habituée nécessairement, qui remplace son collègue au shipping, elle n'a peut-être pas au fait cette petite particularité-là, va processer l'information avec ce qu'elle a sur son bon de travail, son devis, va avoir un prix, puis après ça, on va se ramasser avec une facture qui ne fonctionne pas du tout. Un système comme Laser vient... C'est pas simple de faire des expéditions. Ça peut l'être, mais ça peut ne pas l'être assez rapidement aussi. Puis comment tu fais le transfert des connaissances? Mais c'est sans avoir de système, c'est très difficile. Si tu vas sur 10 sites transporteurs séparés, ils vont avoir 10 manières de procéder qui semblent sensiblement la même, mais c'est pas tout le temps la même manière de faire. Puis là, s'il y a quelqu'un qui remplace l'expéditeur, mais parce que c'est dans les détails qui sont les mauvaises surprises. Là, on se ramasse après ça avec des factures qui sont dures à justifier, mais qui se ramassent en perte. Là, je sais que c'est comme bien des sujets où, au début, tu arrives et tu te dis « Ah, OK, j'ai besoin d'apprendre, c'est assez compliqué. » Là, au bout d'une couple de temps, la plupart des membres d'équipe, c'est comme ça. Là, ils pognent un genre de confort puis ils disent « OK, c'est pas si pire, ça va bien. » Là, je connais tout. Etc. Puis là, je connais tout, je suis devenu un expert. Puis là, après 3 mois, 6 mois, là, tu te rends compte, oh maudit, finalement, je connaissais pas grand-chose. Puis là, je me rends compte à quel point c'est compliqué. Tu sais, que ça soit des réclamations, comme tu dis, des règles de cubage, de la documentation douanière, tu sais, des exceptions, il y en a à tonnes. À tous les jours, on reçoit des appels ou des demandes de clients qui ont besoin de se faire aider par des experts chez nous, que ce soit en termes de douane ou en termes d'emballage, en termes de warehousing, ça va loin. Là. Fait que tu peux devenir très perfectionné là-dedans, puis même devenir un expert de un seul de ces sujets-là, tu sais, en soi. Tu sais. Ouais. OK. Après ça, je pensais qu'on pourrait parler... il y avait tout le côté du hausse des transporteurs, les hausses de prix. Tu sais, FedEx, UPS, Purolator, DHL qui ont tous annoncé des hausses de 5 à 6 % là, cette année. Fait que, tu sais, tous les clients se retrouvent un peu pris là-dedans. Puis je pense que le concept de comparaison puis de pouvoir ouvrir au marché, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours quelque chose de simple. Fait que, tu sais, on vient avec une solution intéressante là-dedans. Mais tu sais, les prix, c'est toujours un enjeu à chaque année, la hausse des prix, puis de s'assurer que la négociation va bien. Mais moi, ce qui m'a le plus interpellé au début de l'année, c'était les frais au niveau des pick-up. Ça, je trouvais que c'était le plus gros des changements. Là. Ça changeait la manière. Tu sais, quelqu'un qui expédie un colis seulement, le frais de pick-up peut être aussi élevé que avec certains transporteurs là, que son expédition elle-même. Là. Aux États-Unis, on était familier avec les frais de pick-up. Tu sais, il y en avait une dénomination là, quand même assez longue. Tu en avais 3 à 5. C'est comme les Future Day Pick-up, Same Day Pick-up, Web Request Pick-up. Ça, c'était des frais qu'on était habitués. La plupart du temps, c'est négociable. Puis là, au Canada, ils ont commencé à emboîter le pas. Là. Certains transporteurs ont fait le leap de justement ajouter des frais de pick-up. Je serais curieux de savoir s'ils trouvent que c'est une bonne solution, s'ils n'ont pas perdu du volume avec ça, parce que ça peut être assez important comme charge. Là. Aux États-Unis, ça pouvait atteindre 20$ le shipment, si je ne me trompe pas. Là. Puis un exemple qu'on pourrait donner, c'est si jamais, disons, tu es un shipper,
basé au Québec et tu as besoin d'envoyer de la marchandise par colis, là, que ce soit au Canada ou aux US. Et on va prendre le scénario où tu aurais 5 colis à faire cette semaine. Si tu ships à tous les jours un colis, tu vas te faire payer 5 fois le frais. Ouais. Right? Fait que mettons qu'il pourrait coûter 2$ sur 11$. S'ils sont expédiés sur différentes journées. Là, exactement. Ou différents pick-up. Versus si tu attends toute la semaine, tu changes ton délai de transit premier à ta clientèle. C'est pas toutes les compagnies qui peuvent, mais quand tu peux le faire, et tu shipperais une fois par semaine avec un weekly pick-up, disons, le vendredi, tes 5 en même temps, les 5 mêmes shipments qu'on avait parlé, ben, tu vas payer peut-être seulement une fois le 2$ de pick-up fee versus l'avoir payé 5 fois dans ta semaine. Ouais. Fait que sur le scénario que je viens de dire, mettons que c'est 5 fois 11$, 55$, t'en sauves 10, ben c'est 20% de différence. Là. Ça peut être assez intéressant. Là. C'est sûr que quand le temps de transit est un problème, mettons, je parle peut-être un store sur Shopify que tu peux pas vraiment tout le temps te permettre d'attendre 3 jours. C'est là qu'un marketplace devient intéressant aussi parce que c'est pas tous les transporteurs qui ont ajouté ces charges-là. Exactement. Fait que c'est de là que ça peut changer un peu le portrait là, des carriers qu'on utilise. Mais en réalité, dans la vraie vie des shippers qu'on connaît en général, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est qu'ils vont avoir une grande quantité d'envois, puis là, optimiser ça là-dedans à l'intérieur de ta journée, à l'intérieur d'un espace de peut-être 2 jours, puis de quand est-ce que les commandes vont partir. Puis, il y a comme un pattern qui est un peu plus compliqué que le scénario très simpliste que j'expliquais. Oui, exact. Puis surtout, peut-être des entreprises qui sont moins rodées aussi, là, qui ont moins un volume constant. Là, ils peuvent avoir des fluctuations là, assez vite. Puis, ils ont-ils la capacité d'attendre et de stocker ce stock-là avant qu'il sorte aussi? On le voit là, souvent. Aujourd'hui, on a parlé de plusieurs sujets. C'est super intéressant. Merci les gars. De sujets relatifs à l'emballage, relatifs au cubage de marchandises, couple d'anecdotes de clients. Les prochaines fois, on pourrait faire des deep dives un peu plus. Comme Eric il disait tantôt, on en a d'expériences de vraie vie partagées par d'autres clients là, qu'on a vécu. Je pense que ça peut être intéressant pour le monde. Fait que la semaine prochaine, on va parler de d'autres nouvelles. On tiendra au courant le monde au sujet des tarifs, ce qui se passe. Il y a des nouvelles qui s'en viennent à cet égard-là. On va sélectionner certains sujets, prendre en note une couple d'événements qui arrivent à des vraies compagnies d'ici pour pouvoir donner des exemples, pour pouvoir bâtir un peu là-dessus puis guider les gens sur c'est quoi les bonnes pratiques pour ces gens-là. Merci beaucoup. Merci.